Et voilà pour Djibril Dikouré, ancien commandant de chasse en Algérie, qui a pas mal de sang dans ses doigts. Donc voilà, je vous dis au revoir et à jeudi prochain. Je vous laisse avec Samuel. Bonsoir à toutes auditeurs, auditrices, avec pouce préhenseur et encéphalogramme plus ou moins développé, on l'espère. Alors bonsoir, j'ai fait un générique court parce qu'en fait il y a pas mal de choses à enchaîner, que ce soit au point de vue national ou au point de vue international, plus l'interview aujourd'hui de Mylène, accompagnée d'un formidable jeune homme, puisque bon, Radio Galère, on aime bien l'amour, hein, voilà. Hop, on met les pieds dans le plat, comme ça les choses sont plus simples. Moi, je donne des cours à des enfants. J'hallucine toujours, en fait, ils sont toujours un peu étonnés qu'on leur dise qu'on les aime. Les Français ont un problème avec ça. Il faut avouer, exprimer son cœur. On sait toujours parler des choses négatives, des reproches, des duretés, des choses qui vont pas. Mais les belles choses, les beaux mots, on les a trop oubliés. Alors, chez les anarchistes, on va pas se gêner. Quand même, bordel. Alors aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses. Je voulais quand même rappeler cette formidable émission que tu nous as offert encore une fois. Je suis désolé, c'est de ta faute, tu commences à bien faire. Hein. Mais merci, j'espère qu'on va pouvoir interviewer bientôt Monsieur Pierre Standboul. Ah, ils nous entendent pas. Coche à fond là. Parle, toi. Oui. Et qui va pouvoir nous parler justement un peu de son livre, de ce qu'il pense, de ce qu'il sait. Et qu'on puisse avoir un échange constructif. Oui, je continue. Hop. Alors, pour commencer, en fait, j'avais quelques petites infos locales. Il y en a plein. Je recommande chaudement à tous les auditeurs de ne pas hésiter à faire un tour sur Mars Actu. Je me suis un peu renseigné. J'ai rencontré différents journalistes. Je peux savoir un peu ce qu'ils ont dans le coffre. Et franchement, ils font pas un travail dégueulasse. Donc, par exemple, là, il y a le mille pattes de Noailles qui va fermer, baisser le rideau. La décision donc qui avait été annoncée par un autre journal qu'on ne citera pas, c'est pas la peine, est tombée ce mardi. Sans grande surprise, donc le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la liquidation de l'association de Noailles qui était en situation de cession de paiement depuis septembre. En 2014, les deux financeurs de la structure politique de l'État et de la municipalité ont en effet cessé de verser des subventions à la structure qui faisait office de centre social de quartier de Noailles, qui n'en possède aucun. Dans le centre-ville, comme il y a des pauvres et que ça dérange, et qu'on veut les virer, les remplacer par des riches, parce que c'est la logique de la politique en France depuis un sacré bout de temps,
Donc voilà, il faut faire en sorte que les jeunes enfants restent tout seuls, dénués de toute activité. Comme ça fera des délinquants, ils feront des bêtises et on pourra dire «Oh, regardez, les pauvres, gna 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 gna.» Voilà comment on manipule les masses. De toute façon, Tocqueville, vous l'avez bien expliqué, vous n'aurez pas à craindre le suffrage universel tant qu'on contrôlera les médias. Donc on va commencer par un petit propos qui a été tenu par Cécile Duflot, voilà, qui est d'Europe Écologie Les Verts, gna gna, et qui s'adressait à Madame Ségolène Royal. Avant de poser cette question, et je sais que les avis divergent souvent au sein de notre Assemblée sur la politique à mener en matière d'écologie, mais je suis persuadée qu'ici, tous les membres de cette Assemblée déplorent la mort injuste de Rémi Fraisse. Le groupe Écologie souhaite donc consacrer une minute de cette question à une minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature. Madame Duflot, il est de tradition dans notre hémicycle de saluer par une minute de silence les décès survenus parmi nos forces armées ou parmi les otages. Donc je vous demande de poursuivre votre question. Donc voilà, là on peut entendre donc Claude Barthelone et il faut que je lui fasse une petite leçon de vie à ce bonhomme parce qu'on va lui apprendre un peu entre tradition et principes démocratiques, c'est quoi les règles de la vie. Et ben que ce soit un militaire ou que ce soit un gueux de citoyen, la minute de silence en temps de non-guerre d'une personne qui est morte par les forces de l'ordre sous le commandement d'un préfet et d'un ministre de l'Intérieur qui n'ont rien fait. Et puis de toute façon, depuis, tout le monde a pu entendre que les ordres, ils le savaient bien, ils étaient bien au courant. Mais voilà, peuple, vous comprenez que quoi qu'il arrive, ces dirigeants à l'Assemblée nationale, à part quelques-uns qui sont levés et qui ont essayé d'observer une minute de silence, les trois quarts, on peut s'en débarrasser, ils nous servent à rien. Ils nous servent à rien et ils sont pas là pour vous respecter. Donc, faut arrêter de se leurrer l'esprit. Donc, vous pouvez peut-être faire la révolution, on peut toujours rêver de ça, hein. Mais bon, il y aura pas grand monde pour la faire. Et faire la révolution pour renverser des cons, pour en placer d'autres? Non, il faudrait passer à un degré à peu près supérieur. Moi, je suis clairement sur la position au moins 6e République. Je veux rapidement des référendums pour la nationalisation à 1 euro des entreprises françaises, en réclamant les bénéfices volés au peuple, puisque de toute façon, il y a jamais eu de référendum pour savoir si le peuple acceptait cette politique libérale. Donc, Monsieur le Président de la République, pour lequel j'ai que peu de respect et que peu d'estime, parce que le respect et l'estime, ça s'offre au fait de ses actes, et vos actes sont trop malheureux pour pouvoir avoir quelconque respect à votre fonction, puisque vous ne servez à rien. Et tout ce que vous disiez quand vous étiez dans l'opposition, ça continue son cours maintenant que vous êtes au pouvoir. Donc démissionnez et partez parce que vous ne servez à rien. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse comme que je voulais faire qui était importante parce que il serait temps à un moment d'arrêter de subir, d'arrêter d'être soumis. Et quand même, il faut bien vous rappeler, essayer de rentrer dans votre crâne que Tocqueville n'avait pas à craindre le suffrage universel parce qu'il tiennent les médias. Et donc tant que les gens votent racistes parce que ce sont des moutons, on leur a inculpé de voter raciste, ils voteront raciste, on n'avancera pas. Et tant qu'on fera, vous imaginerez que le Parti socialiste est un parti de gauche, on n'avancera pas. Le PS comme l'UMP, c'est un parti royaliste d'énarques qui n'ont rien à voir avec le peuple. Donc si on veut se situer un peu à gauche, il faut aller carrément déjà au minimum au front de gauche. Et comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes émissions de radio, l'extrême gauche est vraiment très gentille. Les antifascistes sont non violents. Si vous voulez trouver de la violence, vous la trouvez dans la droite, dans l'extrême droite, qui est un peu partout, qui fait des guerres un peu partout. Donc on va essayer d'enchaîner parce qu'il y a pas mal de sujets encore, ne serait-ce que sur Marseille. Donc la CNAM CGM va délocaliser une centaine d'emplois de son siège marseillais en Inde. La compagnie maritime française a fait cette annonce lors d'un comité central d'entreprise le 29 octobre. Les secteurs symboliques du siège, comme les ressources humaines ou la comptabilité, sont concernés. L'annonce a été faite aux représentants des salariés le 29 octobre au tribunal, au cours d'un comité central d'entreprise, CCE, voilà. Dans la tour signée par l'architecte Zaha Hadid.
Voilà, une petite centaine de postes, 84 exactement, vont être délocalisés du siège de Marseille vers l'Inde. L'opération se déroule dans le cadre d'un plan plus large baptisé Transformas. Le novlangue. Quand on vous encule, on vous fait des jolis mots. Vous voulez de la vaseline? Ça vous fera pas de mal. Ça aidera à faire passer. Pour transformation de performance, qui vise à améliorer la compétitivité de la compagnie. C'est toujours le même refrain qu'on vous sert. Donc vous pouvez trouver l'ensemble de l'article sur Mars Actu, qui est très détaillé, qui vous explique bien la teneur, mais il n'y a pas loin de 2400 emplois qui sont concernés. Donc la relance de l'emploi, c'est pas pour maintenant. Je voulais continuer avec et passer déjà en fait en national, parce que il y a des sujets lourds et importants, que ce soit au Burkina, à Kobani ou à Alep. Alors au choix, je vais commencer par Alep. Par Kobané, qui va dans le même giron que Alep, qui est toujours en série. Donc depuis 66 jours, les combattants de Kobané résistent aux assauts des hordes de l'organisation de l'État islamique. Malgré le renfort des quelques peshmerga et des bombardements de la coalition internationale, le combat à l'intérieur de la ville reste précaire. Il manque d'eau, de nourriture et surtout de munitions. La Turquie ne bougera plus un petit doigt, parce qu'elle a déjà beaucoup fait, semble-t-il. Bon, on en a des doutes. C'était une belle, en tout cas, opération de propagande, mais qui n'a pas convaincu grand monde. Chaque jour, on découvre un peu plus la réalité du Stalingrad kurde. Puisque c'est vraiment ça, la comparaison n'est pas fortuite, j'en avais déjà parlé les semaines précédentes, mais pour se débarrasser des bolcheviks et de gens qui les dérangeaient, en fait, Staline avait attendu avant de libérer Stalingrad. Selon les observations de l'organisation Human Rights Watch, les fous de Dieu se montrent particulièrement cruels envers les enfants. Quand ces derniers ont le malheur d'implorer leur mère plutôt que Dieu, on leur fait subir les pires tortures. Ne parlons pas du sort réservé aux femmes, nombreuses parmi les défenseurs de la ville. Le témoignage dépasse l'entendement humain. On croit voir un tableau de Jérôme Bosch s'animer. Je comprends la référence. Que le dernier rempart militaire de l'État islamique tombe, et le nouveau Srebrenica se produiront. Ce qui se joue à Kobané est bien plus que l'avenir des Kurdes, c'est l'avenir de la civilisation. L'Occident ne peut pas rester indifférent au sort de cette ville martyre, à moins de céder à une pulsion suicidaire et de se renier. Tiens, quoi? Je lis un article du Point, j'aurais jamais cru. Comme quoi, on ne peut pas rester sur des idées reçues. Les Kurdes donc occupent une route clé pour l'État islamique, à Kobané. Et donc pas Kobani, qui est le nom turc, et moi je préfère le nom kurde. Alors que les combattants continuent pour le contrôle de la ville syrienne de Kobané, les forces kurdes ont pris mercredi le contrôle d'un des principaux axes d'approvisionnement des combattants djihadistes. Les forces kurdes ont coupé mercredi une route d'approvisionnement clé, donc des Tahitiens, dans leur combat pour la prise de la ville syrienne de Kobané, théâtre de combat depuis plus de 2 mois. Les renforts sont bloqués. Rami Abdelrahman faisait référence aux unités de protection du peuple, milices kurdes qui défendent Kobané. Haïn al-Harab, voilà. Depuis le début de l'offensive djihadiste contre cette région, le 16 septembre, c'est la principale route par laquelle les djihadistes font venir leurs renforts à partir de la province voisine de Raqqa, a-t-il précisé, soulignant que la route était désormais sous contrôle kurde. L'EI fait venir régulièrement des renforts de Raqqa, notamment après le début des frappes aériennes de la coalition dirigée par Washington contre leur position en Syrie le 23 septembre, provoquant de nombreuses pertes dans leurs rangs. Plus de 1000 morts. Les combats entre ce groupe extrémiste et les Kurdes syriens, appuyés par les peshmerga irakiens, ont fait mercredi 16 morts parmi les djihadistes dans plusieurs secteurs de la ville. Plus de 1000 morts, en majorité des djihadistes, ont péri cette 3e ville kurde de Syrie, où les Kurdes parviennent à repousser les djihadistes sans pouvoir pour le moment reprendre le contrôle de la cité.
Mais pendant ce temps-là, que les yeux sont rivés, les médias, quelques médias, très peu, parce que bien souvent c'est de l'importation d'ailleurs, on a complètement oublié Alep. Et Alep est en train de s'effondrer pendant que tous les yeux sont rivés ailleurs. Après plus de 3 ans de guerre en Syrie, la ville d'Alep est dévastée par les combats, alors que l'ONU a présenté un nouveau plan à Bachar al-Assad pour un cessez-le-feu dans cette ville, alors que le gouvernement algérien vous soutient, monsieur Assad, donc il y a un peu de tenue, ça vous ferait pas de mal. Notre correspondant est allé voir du côté des rebelles, pris entre l'étau du régime de Damas et le groupe armé de l'État islamique. Donc, reportage de Marie-Ève Bédar en Turquie. Alep est l'une des plus anciennes villes du monde. N'est plus que le fantôme d'elle-même. Le souk historique, les champs de ruines vidés de ses commerces. Donc voilà, ces guerres profitent bien à l'effacement culturel de peuples entiers. En ayez bien conscience, parce qu'il n'y a pas que les intérêts des islamistes là-dedans. Le pétrole n'est pas loin, on l'oublie toujours. Les rues de la ville offrent une succession désolante d'édifices éventrés avec les armes les unes sur les autres. Tous les jours, des barils bourrés de TNT, de métal, largués par les hélicoptères du régime de Bachar el-Assad, continuent de semer la mort parmi les peuples, femmes, enfants, compris, bien entendu. Puisque monsieur Assad ne s'embarrasse pas de son peuple. Il lui crache dessus bien allègrement, dans l'indifférence générale, avec le soutien des gouvernants. Moi, je sais pas, je suis toujours pour le massacre de Bachar, quand même. Mais après, c'est vrai que la problématique, c'est que il est très difficile pour le peuple là-bas de pouvoir instaurer une démocratie, sachant que déjà ce qui a été fait en Libye a permis le chaos qu'il y a aujourd'hui, puisque alors pour faire la guerre, Sarkozy était là, oh là là, sauveur. Et quel sauveur alors, prétendant à l'UMP là, le petit nain là. Donc t'étais là pour faire la guerre et puis après plus rien. Ok, c'est comme ça que tu sauves les gens. Waouh, quelle classe. On voudrait avoir un président comme ça. Déjà qu'on s'est tapé 5 ans, c'était la misère. Et les rebelles, parce que tous les jours des barils tombent, ça sème la mort. Et les rebelles qu'on dit modérés, islamistes comme séculaires, ils sont désormais coincés entre le régime de Bachar al-Assad qui avance d'un côté et les groupes armés islamiques de l'autre. Une seule route leur est encore accessible pour se ravitailler ou se ressourcer en Turquie. Nous avons rencontré Abu Tabeh, un commandant rebelle de la région d'Alep. Pour lui, les barils de TNT, armes peu coûteuses, imprécises et presque toujours létales, sont l'expression même du terrorisme. Il faut définir le terrorisme correctement. Avant le terrorisme de l'EI, avant la création de l'EI, nous avions le terrorisme légal du régime Assad. Je corrobore ces propos. Attirer l'attention sur le régime de Damas. Abu Tabed dirige une milice de quelques 800 hommes dans la campagne d'Alep. Il affirme incarner la défense des rebelles modérés, dont la coalition internationale mise sur pied par les Américains pour lutter contre les groupes islamiques a besoin pour se charger des combattants au sol. Sans aucune aide extérieure, dit-il, 300 de ces miliciens combattent déjà l'EI. Mais l'ex-commerçant, devenu seigneur de guerre, veut que le monde s'intéresse au reste de ces hommes, ceux qui mènent une autre bataille à renverser Bachar al-Assad à Alep. Parce que ça, ils ont déjà bien retourné leur veste, les Américains compris. Et donc je pourrais continuer encore comme ça pas mal de temps, mais il faut que j'abrège. Parce que il y a toujours, Rémi Fraîche, on a abordé malheureusement, avec toutes mes condoléances à la famille, vraiment, parce que ça a été un peu oublié par toute la polémique de ce parti socialiste. Donc il y a le Burkina Faso, mais il y avait aussi, il faut que je retrouve mon papier, c'était la colonisation en fait que poursuit encore l'État sioniste de Israël, puisque de toute façon, comme vous l'avez pu l'apprendre avec monsieur Pierre Stamboul, un seul député à la Knesset n'est pas parti du gang sioniste. Et donc, je vais vous faire une petite pause musicale. Si vous me laissez un petit instant, parce que je suis tout seul à la régie cette fois-ci. Alors,
un petit blanc. On essaye de faire vite. Voilà la machine. Voilà un bon petit son arabe. Bien électro, bien moderne.
continue un petit peu la pause, histoire de ramener les esprits tranquillement avec un petit son pas désagréable. C'est une prise live. Oui, voilà. Donc, c'était une petite pause pour ramener un peu au calme après les propos virulents que je peux tenir qui peuvent traumatiser des âmes sensibles. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mylène. Donc, je vous en avais déjà parlé brièvement, son site internet pour ceux qui sont les plus curieux et qui aiment bien voir les choses. Donc, je vais te laisser déjà te présenter, Mylène. Salut, ouais. Merci. Merci à toi déjà de m'accueillir sur la radio. Donc, je m'appelle Mylène et je suis née à La Ciotat en 81. Ah bah c'est du propre. C'est du... si, hein, je suis très quand fière. même. Donc, voilà, et je suis photographe. En fait, pour expliquer un petit peu mon parcours et d'où je viens, j'ai commencé par des études d'italien puisque je suis italienne d'origine, donc c'était facile pour moi, mais je savais pas vraiment dans quelle direction aller. Puis, je suis partie en voyage à Madagascar où j'ai découvert la photo et ça, c'était en 2003. Donc c'est là que les galères ont commencé. Comment ça ? Pourquoi ça devrait être des galères ? Galères entre guillemets, oui, parce que le métier de photographe est difficile. Oui, bah oui, bien sûr, comme le métier d'artiste en règle générale, c'était pas insoumis. Évidemment, mais par contre, voilà, étant donné que c'était vraiment plus fort que tout pour moi d'en vivre, j'ai pas voulu faire un métier à côté, alimentaire et la photo, j'ai vraiment voulu me dédier complètement à ça. Ouais, pour obtenir son but, c'est bien d'y aller à fond quelque part. Tant qu'à faire, voilà. Et donc, voilà, j'ai fait beaucoup de travaux, entre guillemets, alimentaires à la base qui finalement ont enrichi mon travail d'auteur aujourd'hui. Ça, je m'en rends compte aujourd'hui. Et qui forme aussi, hein. Qui m'a forgé t'es mis dans les contraintes qui m'a mis sur les rails tout de suite, exactement. Et qui m'a permis de développer aussi une confiance, une expérience, puisque je suis autodidacte en photographie. Et si je suis là aujourd'hui et si tu m'as invité, c'est justement pour parler du NOMA,
ce sur quoi je travaille. Oui. Et puis, voilà, moi, je voulais t'inviter parce que j'étais interloqué par ton travail, par sa qualité, en fait, déjà photographique, et par l'émotion qui se dégageait. Parce que, en l'occurrence, tu vas nous présenter un travail que tu as fait sur Noma. Le Noma, ouais. Et qui est comme hyper éloquent parce que souvent quand on aborde des sujets un peu difficiles, douloureux, tristes, on tombe facilement en fait dans le langage un peu larmoyant et tu as réussi à faire autrement et de belle manière. Merci. Alors explique-nous un peu comment tu y es arrivé. En fait, en 2012, donc jusque-là, de 2009 à 2012, j'ai travaillé en tant que photographe. Donc j'ai été une des photographes de la région jusqu'en septembre 2014. J'ai aussi fait de la presse et beaucoup de photos d'enfants. Et en fait, j'avais un studio jusqu'aussi en septembre-octobre 2014 où j'ai développé donc cette activité autour des enfants, que ce soit des naissances ou bien des jeunes adultes, ou bien aussi des adultes, mais surtout autour des enfants. Et en fait, j'ai découvert en 2012 le Noma parce que j'ai fait une sorte de remise en question. Jusque-là, j'avais débuté en 2003 par des voyages humanitaires et sociaux au cours desquels j'ai fait des reportages pour les associations, ce qui m'a énormément stimulé et plu. Parce que tu t'es confronté à beaucoup de choses, donc en travaillant avec des associations, c'était des associations à but humanitaire. En fait, c'est ça. Dès le début de 2003, quand je suis partie à Madagascar, où j'ai découvert la photo, j'ai découvert donc aussi Madagascar, la pauvreté. Et tout ça a généré en moi plein d'émotions qui ont fait que je me suis dit un jour je serai photographe. Ça a été complètement spontané. Et à l'époque, je savais pas vraiment pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai compris que en fait, c'était tout simplement l'émotion qu'on pouvait. Moi, déjà en tant que photographe, j'étais témoin privilégié de situations au cours desquelles j'aurais pas pu assister autrement qu'en tant que photographe, en ce qui me concerne en tout cas. Et du coup, j'ai voulu développer ça. Donc, j'ai fait des reportages à droite, à gauche, sur par exemple la Ciotat, les victimes de l'amiante et d'autres choses aussi, mais qui étaient assez lourdes. Mais en fait, c'est très difficile de vivre de ce genre de reportage. Donc, je me suis naturellement tournée vers des choses qui étaient plus accessibles parce qu'il fallait payer un loyer, etc. Et du coup, ça a été les mariages, ça a été les naissances, etc. Oui, mais bon, ça, voilà, on y est tous confrontés. Hein. Exactement. C'est clair que toi, t'y vas et tu le fais en plus de belle manière. Parce que, bon, moi, je me suis un peu renseigné, j'ai bien vu que voilà, il y avait de la qualité derrière. Mais moi, ce qui m'intéressait plus, c'était de voir. Quand tu étais à l'étranger, en fait, donc tu travaillais avec des associations humanitaires, donc tu as fait au Madagascar, mais il y a eu aussi d'autres voyages. Ouais, justement, en fait, il y a eu le Mali en 2007 où j'étais là photographe, la première fois vraiment photographe d'une association où j'ai. Pour essayer de sensibiliser les gens aux problèmes qu'il y a là-bas. Ouais, parce que c'est ça en fait sur la que tu remise en permets. route d'un dispensaire en fait, où il y avait plus d'accès aux soins, les gens étaient dans les villages, ils marchaient pendant 2, 3, 4, 5 heures pour accéder à des soins qui sont complètement. Ouais. Chez nous, c'est la base, quoi. Et du coup, sur ce dispensaire n'était plus du tout accessible. C'était devenu une sorte de squat. Donc, il y a une équipe d'une association qui est basée à Aubagne, au cœur des hommes, d'ailleurs, elle s'appelle. D'accord. Qui est toujours en activité, je crois, et qui, du coup, a aidé avec la mise en place d'un nouveau système de soins, avec la formation. De la formation aussi, oui. Ouais, voilà. Et ils ont importé aussi du matériel médical pour remettre en route le dispensaire. Donc là, ça a été vraiment mon premier travail photographique pour témoigner d'une situation de ce qui fait, dans ce style-là. De rendre compte. De rendre compte de ça, de ces réalités-là. Et de là, je suis rentrée et j'ai continué à travailler en tant que photographe, mais donc ici au niveau local. Et en 2012, en fait, j'ai fait une remise en question personnelle où je me suis redirigée vers le reportage humanitaire et social. Et donc, j'ai voulu chercher un sujet fort et difficile à faire, mais qui me touchait. Je me sentais prête en fait à repartir en Afrique, puisque depuis 2007, j'étais plus partie là-bas, ni ailleurs d'ailleurs. Et donc j'ai découvert le Noma. Et le Noma, je l'ai découvert sur Internet. Donc c'est quoi ce Noma ? Du coup, voilà, c'est une maladie qui est liée à la malnutrition extrême et à la pauvreté extrême aussi, qui touche en majorité les enfants de 0 à 6 ans. Et qui est une sorte de gingivite foudroyante, ça commence par là, par la bouche. Donc les enfants de 0 à 6 ans sont à même le sol, conditions d'hygiène exécrables, et puis il n'y a pas de dentifrice, etc. On se brosse pas les dents. Du coup, ça génère plein de bactéries, plein de microbes, et là se forme le Noma.
En fait, c'est donc là une gingivite foudroyante qui se développe très très rapidement. Et si les enfants sont pas pris en charge dans les premiers jours aux premières semaines, ils en décèdent à 80%. Très rentable ça pour les monstres. Exactement. Je ne me fais pas leur avocat, mais bon, malheureusement, c'est une réalité dans ce monde-là. C'est ça. Et ça touche 400 enfants environ par jour dans le monde. Donc dans les zones les plus reculées du monde, donc en Afrique, en Amérique du Sud. On a beaucoup parlé de Ebola ces dernières semaines et il y a encore plein d'autres maladies comme ça en fait qui font des ravages. Mais ça. Avec Noma, donc qui est une sorte de gingivite foudroyante là, tout de suite il y a des déformations en fait. Ça touche de suite la peau, les os et les tissus mous. Donc ça les détruit très rapidement. Et il faut savoir aussi donc que c'est une maladie. Ça se soigne. Ça se soigne, oui, ça se soigne avec par exemple des antibiotiques, mais le problème étant que ça se développe surtout dans les zones reculées. Les gens n'ont pas forcément accès aux premiers soins. Les gens ne savent pas forcément que c'est une maladie. Ça peut être aussi considéré comme une malédiction. Du coup, ils sont tout de suite mis de côté. Ouais. Et c'est pour ça que c'est tragique et que ça touche 400 enfants par jour dans le monde. Et il faut savoir aussi que c'est tabou, enfin ça a existé en Occident jusqu'en 1900 et quelques, comme je te disais. Et elle a été éradiquée forcément avec les conditions d'hygiène qui ont augmenté naturellement. Du coup, ça s'est estompé. Il y a des cas qui ont été retrouvés décelés dans les camps de Auschwitz, par exemple, quelques cas. Oui. Voilà. Oui. Pour triste mémoire. Exactement. Et donc, à partir de là, quand j'ai découvert, pour en revenir au comment du pourquoi, quand j'ai découvert le Noma sur Internet, j'ai trouvé donc des photos qui étaient mises en ligne sur des sites, le peu de sites qui travaillent là-dessus, mais déjà c'est très bien, avec des photos couleurs, prises en général par des membres d'associations ou des parents, des infirmiers, etc. Du coup, pas des gens qui étaient forcément formés à avoir un cadre qui mette en avant la maladie, mais qui aussi ne choque pas trop. Et du coup, en voyant ça sur les sites, je me suis rendu compte que quand on connaît pas, quand on n'est pas issu du milieu médical, on peut être très vite choqué. Oui. Et du coup, on a plutôt envie de fermer le site et passer à autre chose de plus sympa, plutôt que de regarder, de se renseigner, oui, de des faire photos un don. de petits chats, qui fait un carton sur Facebook. Par exemple, voilà. Ou de se renverser de l'eau sur soi. C'est ça. Du coup, ça a été pour moi un déclic en me disant, vu que j'ai développé un relationnel avec les enfants et que j'aime les enfants. Très fort, oui, ça se voit, ça se sent. L'émotion que je développe dans mon studio et dans les photos de famille, mais la belle émotion. De l'autre côté, je voulais mettre en avant aussi la belle émotion, mais sensibiliser les gens en me mettant ce challenge-là d'aller essayer de témoigner et de faire en sorte que les gens restent devant les photos. Oui, donc tu rejoins les deux bords et tu formes la pièce à deux facettes, quoi. C'est ça. C'est que ton média permet de faire voir le beau, l'amour et toutes ces choses-là, sans occulter en fait toute l'horreur et la dureté de nos vies. Voilà, c'est ça. L'idée. Au début, c'était aussi égoïstement, parce que forcément, il y a de ça. C'était de me prouver que j'étais capable de faire un sujet fort. Et puis ensuite, les retours, la mayonnaise a pris. Et du coup, ça a vraiment touché les gens. Il y a peu de personnes qui ont travaillé là-dessus en France. Et voilà, le résultat, et que c'est la démarche que je voulais. Elle touche les gens, elle intéresse les gens, et du coup les gens découvrent aussi le Noma de cette manière. Tu l'as hyper bien expliqué, quoi. Au lieu de faire peur aux gens avec trop d'images hardcore, t'arrives à laisser voir l'émotion et même le côté profondément humain, quoi. Ça fait pas trop, on sent les choses, on peut s'imprégner et se projeter dedans. C'est ce qui ressort beaucoup des critiques, complètement. Et du coup, pour le travail en lui-même, concrètement, pour les gens qui n'ont pas vu le site ou qui voudraient en savoir plus, c'est des formats carrés, c'est du numérique, c'est du noir et blanc. Le noir et blanc, pourquoi ? C'est pour justement adoucir et aller à l'essentiel. Il y a la prise de distance aussi, non ? Il y a la distance aussi qui est importante, bien sûr. C'est assez proche parce que je travaille avec des focales fixes, donc qui permet une proximité des gens, ce qui était nécessaire pour le témoignage et l'empathie. Et donc le noir et blanc pour adoucir. Il y a un côté esthétisant aussi qui est voulu, parce que sans le côté esthétisant, on ne peut pas forcément dépasser. Pourquoi devrait-on laisser l'esthétique à L'Oréal ? Voyons. Avoir de l'éloquence dans son propos n'est pas le privilège de la communication et de la publicité. Complètement. C'est ça.
Et donc, du coup, en fait, t'as pu construire parce que il existe en fait en reportage photo avec toutes les photos, et t'en as fait un condensé sur une sorte de petit documentaire. Ouais, j'ai essayé de faire des créations en fait sonores. Voir pendant le POC, qui était l'occasion de te rencontrer. C'était une très bonne rencontre, franchement. Pareillement. Voilà, désolé, je ne suis pas obséquieux, mais quand les gens sont intéressants, je le dis. Et voilà. Et donc c'était un format où il y avait une petite fille donc qui chantait. Donc j'aimerais que tu nous racontes ça. En fait, donc le travail il est entre le travail documentaire et le portrait. Il y a des séries qui sont présentées sous forme d'exposition en format portrait, avant, après. Il y a d'autres petites séries d'histoires qui racontent le vécu et la prise en charge d'enfants pendant les missions humanitaires. Je voulais aussi rappeler les noms des associations, juste. Elle s'appelle, donc il y en a une qui s'appelle Project Harar, qui est basée en Angleterre, avec qui j'ai travaillé en Éthiopie, en mars et mai 2013. Et l'autre association, c'est Sentinelle, qui est basée en Suisse, avec qui j'ai travaillé donc au Burkina Faso, en fin novembre, début décembre 2013 aussi. Et donc il y a eu ces séries-là, qui sont de la photographie. Et d'un autre côté, il y a aussi des créations que j'appellerais POM, petite œuvre multimédia, où là, les images sont enchaînées. Et il y a du fond sonore, donc il y a un petit peu de musique, et en fait c'est du tam-tam, joué par les enfants, ou un enfant que j'ai enregistré ici qui s'appelle Camille, et une autre petite fille, c'est sa voix off, elle s'appelle Julia, elle a 5 ans, et en fait l'idée c'était de sensibiliser les gens d'une autre manière, plutôt que d'avoir, ce que j'ai déjà fait aussi sur mon site, on peut le voir, ma voix off qui raconte, avec des mots un peu plus précis, techniques, qui est le discours d'un adulte normalement. Là, par contre, Julia, elle a un joli cheveu sur la langue et elle a ses mots à elle. Voilà. Et du coup, elle le raconte avec tendresse, avec spontanéité. Et ça rend les choses encore plus émouvantes, accessibles. Oui. Voilà. Et le but étant cela, donc c'était parfait. Exactement. Et donc j'aimerais bien que tu nous rappelles l'adresse de ton site internet, parce que tu as nommé tous les gens avec qui tu as pu avoir des bonnes collaborations. Mais et toi? C'est www.milenzizo.eu. MYLENEZIZZO.eu. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ta venue, et je te souhaite bonne continuation, parce que je pense qu'on aura besoin de gens comme toi. Merci beaucoup. Qui soient des bons professionnels. C'est gentil. Alors, est-ce qu'on fait une petite pause musicale encore? On se permet un peu de douceur, ça nous ferait pas de mal. Alors, mais non, on va pas remettre les mêmes sons qu'on a déjà mis, mais ça me laisse un peu le temps de chercher, d'accord? Ah, pourquoi j'ai pas de son? Un petit Sifax pour la route, un classique.
Et voilà. Donc, nous sommes toujours de retour. Et je voulais te laisser encore un peu la parole avec ta voix suave pour nous parler un peu du Burkina Faso où tu as toi-même été pour faire des reportages avec les enfants. Oui. Et les associations. Oui. Alors, je vais te dire. Parce que ces derniers temps, en fait, au Burkina, il y a eu quand même pas mal de soucis. Et aujourd'hui, je te laisse la parole pour nous raconter un peu donc la suite de ce qui se passe là-bas actuellement. J'ai les papiers pour ça. Voilà, je vais lire, exactement. Alors, armée et civils sont parvenus mercredi à un premier accord, à minima. Plus proche du micro. À minima, sur la transition au Burkina Faso, redonnant l'espoir d'un abandon rapide du pouvoir des militaires qui le détiennent depuis la chute du président Blaise Compaoré. L'armée semble avoir fait des concessions dans un avant-projet de charte de transition dont l'AFP s'est procuré une copie. Le texte n'a toutefois pu être finalisé, les militaires présents, souhaitant d'abord faire valider ce texte par leur hiérarchie, ont indiqué des négociateurs. Les discussions achoppées sur les exigences formulées par les militaires de présider le Parlement provisoire afin de conserver une influence une fois le pouvoir rendu aux civils. Mercredi, ils ont toutefois accepté que le président de l'Assemblée intérimaire, le Conseil national de transition, soit une personnalité civile élue par ses pairs, selon le document. Leur demande était contestée par des membres de la société civile et de l'opposition. Dans une structure bicéphale, avec un militaire à la tête du CNT, d'un côté, et un président de la transition civile de l'autre, naturellement le militaire aura la préséance car il a les armes avec lui, avait déclaré Étienne Traoré, président d'un parti d'opposition avant la conclusion de cet accord. Des militaires ont participé pour la première fois dans l'après-midi à une commission de négociation, aux côtés de l'opposition, de la société civile et des autorités religieuses et traditionnelles. Ces trois piliers civils s'étaient déjà réunis séparément dans la matinée pour discuter de la place à laisser à l'armée dans la transition prévue pour durer 1 an. L'accord à minima indique que le CNT devient un organe législatif quand l'armée, qui occupe le pouvoir depuis la chute du président Blaise Compaoré le 31 octobre, souhaitait qu'il soit simplement consultatif. Le texte confirme que le président de la transition sera un civil qui choisira lui-même son premier ministre, ce dernier nommant les 25 membres du gouvernement. Mais aucun des cadres du futur régime ne pourra participer aux prochaines élections. Le document envisage enfin la création d'une instance dite de la réconciliation nationale et des réformes. De cet organe dépendrait une commission Vérité et Réconciliation, voulue par la société civile pour faire la lumière sur les crimes économiques et de sang, commis par l'ancien régime selon l'un de ses membres. Mais l'accord n'a pu être validé en assemblée. Comme prévu initialement, les militaires étant partis recueillir les avis et les amendements de leur hiérarchie, a déclaré un membre de cette commission. L'assemblée convoquée mercredi siégera à nouveau jeudi soir, a-t-il précisé. Ensuite, si cette instance valide le texte en présence de militaires, l'armée devrait lever dans de brefs délais la suspension de la Constitution qu'elle avait déclarée à son arrivée aux affaires, ont décrypté des négociateurs. Le Conseil constitutionnel se saisira alors du document. Un accord avec les militaires est impératif pour que ceux-ci rendent aux civils le pouvoir qu'ils détiennent depuis la chute du président Blaise Compaoré, renversé par la rue le 31 octobre après 27 ans de règne. Mardi, peu après avoir rencontré les présidents sénégalais et togolais, Macky Sall et Faure Gnassingbé, envoyés à Ouagadougou par l'organisation régionale de la CEDEAO, Zéphirine Diabré, le chef de file de l'opposition, avait qualifié de recevables les demandes de l'armée. Des différences de vues subsistent sur des organes de transition, avait pointé le chef d'État sénégalais pour qui tout devait rentrer dans l'ordre d'ici mercredi. Nous arriverons à un consensus, avait-il lancé, optimiste. Lundi, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine, était venu rassurer les protagonistes. L'UA avait posé le 3 novembre un ultimatum à l'armée burkinabé pour qu'elle cède sous quinzaine le pouvoir aux civils. L'UA n'est pas venu pour vous menacer de quoi que ce soit, avait déclaré M. Aziz, multipliant les messages rassurants devant la presse. Loin des micros, il avait toutefois maintenu le délai de l'UA, qui expire dans 5 jours, selon une source diplomatique. Les médiateurs africains veulent aller directement aux élections, même dans 6 mois. Mais pour nous, il ne s'agit pas seulement de cela. Blaise Compaoré aussi organisé des élections, remarque un délégué de la société civile. Une fois l'obstacle de la charte levé, se posera le choix, autrement délicat, du président de la transition. Là où il y aura le couac, c'est certainement quand on en sera au choix des hommes, avait pronostiqué dimanche Roch-Marc Christian Cabouret, président d'un parti d'opposition. Voilà pour les infos.
Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Et donc, moi, je vais continuer encore avec Israël, qui a toujours pas compris qu'on était au 21e siècle et qu'au 21e siècle, on aimerait bien se débarrasser du colonialisme. L'Afrique du Sud n'est plus un État raciste colonial. Enfin, en théorie, dans les faits, on en est encore loin de ces choses-là, mais bon, ça avance. Non, mais sauf qu'Israël a du mal à comprendre. Enfin, les gouvernants. Parce que quand il y a un mec de gauche qui veut la paix, il se fait assassiner par un extrême droite. Vous saurez tous qui c'est. Donc Israël a approuvé mercredi la construction de 200 nouveaux logements à Jérusalem-Est, la partie palestinienne occupée et annexée de la ville sainte. Passant outre la réprobation internationale contre la poursuite de la colonisation qui contribue à l'actuelle escalade des tensions. Les violences se sont poursuivies avec l'incendie d'une mosquée à l'aube en Cisjordanie occupée et le jet d'un cocktail Molotov sur une synagogue désaffectée. Vous voyez un peu la différence ? On fait cramer une mosquée avec des gens dedans et en face on envoie un cocktail Molotov sur une synagogue désaffectée où il n'y a personne dedans. Bon. Dans une localité arabe du nord d'Israël, mardi soir. La nouvelle escalade des tensions entre Israéliens et Palestiniens doit être au cœur des discussions prévues jeudi à Amman entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le président palestinien Mahmoud Abbas. À la veille de cette rencontre, les États-Unis ont une nouvelle fois critiqué leur allié israélien à propos de la poursuite de la colonisation à Jérusalem-Est, mais moi, colonisation tout court, voilà, point, barre. Les décisions d'étendre les constructions peuvent exacerber la situation difficile sur le terrain et ne contribuent pas à apaiser la tension. Ah, grande nouvelle, c'est une évidence, mais évidente. A dénoncé le porte-parole du département d'État, Jennifer Psaki. Elle a estimé que cela allait à l'encontre de l'objectif affiché de parvenir à une solution à 2 États, israéliens et palestiniens, dont un pays comme la Norvège, si mes mémoire est bonne, a reconnu l'État de Palestine. Donc maintenant, c'est un État et on ne peut plus revenir en arrière. Pour le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, la situation est devenue explosive et on ne peut plus attendre. Il faut jeter un seau d'eau froide sur cette situation explosive. Lui a fait écho le ministre israélien de la Finance, Yair Lapid. L'escalade fait redouter une 3e intifada, ou 4e ou 5e, on ne sait plus en fait. Du nom des 2 soulèvements populaires palestiniens qui avaient fait des milliers de morts de 87 à 93 et de 2000 à 2005. Après 2 attentats à la voiture bélier qui ont fait 4 morts, outre les 2 auteurs palestiniens, depuis fin octobre à Jérusalem et 2 meurtres lundi en Cisjordanie et à Tel Aviv. Les Israéliens ont renoué avec un sentiment d'insécurité. Il faut tout pour le nourrir. À un moment, faut arrêter de se plaindre. Il faut assumer les conséquences de ses actes. Si vous créez des tensions avec les autres, à un moment, les autres, ils vont pas tout le temps tendre la joue. Tout le monde n'est pas chrétien ou crétin. La municipalité israélienne a néanmoins approuvé la construction de 200 nouveaux logements dans le quartier de colonisation à Rameau à Jérusalem-Est, a dit l'AFP, PP Allo, conseiller municipal d'opposition. Une mosquée incendiée. Monsieur Alalo ainsi que la paix maintenant se sont alarmés de la décision et de son timing. C'est terrible. En pleine période aussi sensible, s'est ému Lior Amihai, un responsable de l'organisation industrielle anti-colonisation. La poursuite de la colonisation, la construction de logements dans les territoires palestiniens occupés par Israël et notamment à Jérusalem est un des facteurs de la colère palestinienne. Avec l'occupation, les arrestations, les brimades, le chômage, les fouilles, les écoles détruites, etc., le non-accès à l'électricité quasiment chaque jour. Donc la victime de l'Holocauste devient le bourreau des Palestiniens. Quelle grandeur d'âme. Voyons, pour un peuple élu, on peut en douter.
Alors, un des facteurs de la colère palestinienne, voilà, les arrestations, les brimades, cette exaspération est catalysée par les passions autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. C'est pas la première fois. Souvenez-vous de Sharon qui venait les provoquer. La partie palestinienne de la ville sainte, en proie aux violences depuis l'été, est le théâtre d'affrontements entre jeunes Palestiniens et policiers israéliens jour et nuit, surarmés et qui feront bien sûr des morts. Hein, ça, c'est pas grave. Ils sont toujours contents quand il y a des morts. La Cisjordanie est également sous tension. La Palestine a mortellement poignardé une femme. Un Palestinien a mortellement poignardé une femme colon lundi, et les soldats israéliens y ont tué un Palestinien mardi. Voilà, c'est le triste comptabilité de gens, voilà, on sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Ils aiment bien se tuer, ça doit les passionner, c'est pitoyable, mais c'est comme ça. Les violences sont propagées depuis samedi aux villes arabes d'Israël et Tel Aviv, où un Palestinien a été tué, un soldat israélien à coups de couteau. Voilà. Une mosquée au village Mouguer, proche de la colonie israélienne de Silo, a été cible mercredi donc d'incendie, imputé par les Palestiniens à un colon israélien. Encore ces colons, qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles. L'inquiétude immense de Blair. Depuis lundi, l'armée israélienne a déployé des renforts en Cisjordanie. La communauté internationale suit l'évolution avec préoccupation. Mon inquiétude est immense, affirme pour un communiqué Tony Blair, envoyé spécial de Carlette, Nations Unies, Union Européenne, États-Unis et Russie, au Proche-Orient. Avant même l'annonce d'un nouveau projet de colonisation, il prévenait qu'une telle initiative ne ferait qu'enflammer davantage la situation. Bien entendu. Pour le roi de Jordanie, Abdallah II, aussi, la poursuite de la colonisation torpille tous les efforts de paix. C'est bien entendu, on parle la même langue. Mais c'est le statut de l'esplanade des mosquées qui demeure la ligne rouge des Palestiniens. L'esplanade est à la fois le 3e lieu saint pour les musulmans et le plus haut lieu saint pour les juifs. Une zone tampon ou une zone de cohabitation obligatoire entre musulmans et juifs. Ça vous ferait pas de mal. À l'un comme à l'autre au final, parce que tout ce qu'on fait, nous, à l'extérieur, c'est compter vos morts. Mais bien sûr, la pression israélienne est insupportable, avec leurs murs, avec toutes leurs conneries, avec leurs chars, les écoles détruites par des chars.